Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent, chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Depuis plusieurs années déjà, je vous aide à développer votre intelligence financière et votre money mindset dans le but de créer enfin de vrais changements dans votre vie. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo dont l'ambition est de provoquer de vraies prises de conscience à propos de l'argent. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, pour des contenus inédits à propos de l'argent, des partages personnels et pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'aurais dû aborder il y a très longtemps déjà. Pour tout vous dire, j'étais persuadée d'avoir déjà consacré un épisode à ce sujet, tellement il est important pour moi, mais j'étais surprise de constater que je n'en avais au final jamais parlé. Je veux vous parler aujourd'hui de la différence fondamentale qui existe entre gagner de l'argent et être riche, ou plus exactement, construire sa richesse. Et pour débuter cet épisode, revenons quelques années en arrière, avant le podcast, avant tout ce que je sais aujourd'hui sur l'argent. On est en 2018 et avant, quand j'étais encore salariée et que je touchais environ 3300 € par mois, en étant en couple, en vivant à Paris et n'en ayant pas d'enfants. J'avais un bon salaire pour une jeune trentenaire, j'en étais plutôt fière, un salaire qui me plaçait probablement dans les 10, maximum 20% de la population les plus riches, et pourtant sur mes comptes épargne il y avait moins de 5000 €. Je mettais péniblement 200 € de côté chaque mois, soit environ 6% de mon salaire, c'est-à-dire considérablement moins que la moyenne des Français qui épargnent environ 15% de leurs revenus. Et surtout, je vous dis épargne, mais c'est juste pour dire que je ne les dépensais pas le mois même, le mois en cours, mais en réalité, je devais de toute façon les dépenser au plus tard dans l'année, dans les 12 mois qui suivaient, puisque mon épargne stagnait considérablement depuis déjà plusieurs années. Le jour où j'ai choisi d'ouvrir les yeux sur cette situation, c'est là que tout a basculé dans ma vie. La suite, vous la connaissez ou peut-être pas. Reprise en main de mon budget, création du podcast, découverte du concept de liberté financière, puis enchaînement avec mes premiers investissements immobiliers, etc., etc., etc. Cette situation a longtemps été source de beaucoup de culpabilité pour moi, aussi de honte. Comment est-ce que je pouvais gagner autant et avoir si peu de côté ? Et en créant le podcast, j'ai décidé de parler de ma situation, de m'ouvrir, d'être transparente par rapport à mon vécu. Et j'ai découvert que je n'étais pas seule dans cette histoire. J'ai même découvert que nous étions très nombreux à gagner de confortables revenus et à n'avoir pas grand-chose à compter à la fin du mois ou à la fin de l'année. Pas d'épargne, pas de patrimoine, pas de quoi investir, nada. Pour certains même, malheureusement, ce sont les dettes que l'on compte à la fin du mois ou à la fin de l'année, malgré des revenus confortables. Et ce phénomène est en réalité très très courant et personne n'en parle parce que parmi tous les tabous qui existent autour de l'argent, pour moi, celui-ci est probablement le plus grand des tabous. Comment dire à qui que ce soit qu'on gagne beaucoup d'argent mais qu'on dépense tout? Comment expliquer qu'on ne sait même pas vraiment où l'argent part? Comment expliquer qu'on n'a pas l'impression de vivre la belle vie alors qu'on dépense plus, bien plus que des millions de foyers de 3, 4 ou 5 personnes? Comment dire non à certaines invitations ou sollicitations alors que les autres s'attendent à ce qu'on dise oui? Comment peut-on avouer posséder un magnifique écran plat, un grand appartement, que l'on part en vacances à l'autre bout du monde, qu'on fréquente de beaux restaurants et qu'on porte de belles fringues, mais qu'on n'a pas un rond sur ses comptes? Comment ne pas se sentir honteux d'une telle situation? En réalité, quand on vit cette situation, la seule personne qui est au courant, c'est notre banquier. C'est en général le seul interlocuteur qu'on n'a pas envie de voir. Alors des fois, quand on a un partenaire ou une partenaire de vie, il ou elle est au courant, mais pas toujours. En réalité, effectivement, c'est un secret que l'on garde, qui est très bien gardé entre nous et notre banquier, si toutefois on a un banquier qui regarde nos comptes. Parce que à partir du moment où on n'est pas à découvert, ça se trouve, personne ne regarde notre situation et se préoccupe de l'état de nos comptes.
Et pourtant, la situation que je décris, c'est une situation qui est beaucoup plus courante qu'on ne croit, j'aurais presque envie de dire assez banale. Tellement banale qu'elle a fait l'objet d'un des plus célèbres livres sur l'argent, qui est intitulé en anglais The Millionaire Next Door, Mon voisin ce millionnaire. Je sais plus, je crois qu'il y a une traduction récente de ce livre en français. Je sais pas ce qu'elle vaut. Moi, je l'ai toujours lu en anglais. Si vous ne sentez pas de vous le lire en anglais, donc il y a une traduction en français. Et vous pouvez aussi trouver énormément de résumés de ce livre sur internet parce que c'est vraiment un best-seller de la littérature financière, si on pourrait dire. Et ce livre, il a été publié en 1996, écrit par deux auteurs, Thomas G. Stanley et William D. Danko. Ces deux auteurs se sont intéressés au profil des millionnaires américains, puisque ce sont des Américains qui ont fait ce livre. Donc ils se sont intéressés au profil, pas tant la personnalité, au profil des millionnaires américains, et ils ont découvert qu'il existait en réalité deux catégories de riches. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui sous-accumulent la richesse, et ceux qui gagnent peut-être, sans doute, probablement un peu moins, voire beaucoup moins, mais qui savent accumuler de la richesse en grande quantité. Pour faire simple, il y a ceux qui gagnent beaucoup d'argent mais qui dépensent tout, et ceux qui gagnent moins d'argent mais qui épargnent et investissent massivement pour se constituer un patrimoine. Les premiers habitent en général dans des beaux quartiers, ont des emplois prestigieux, envoient leurs enfants dans les meilleures écoles et sont généralement plus enclins à dépenser leur argent dans des objets ou des expériences luxueuses pour se conformer à leur statut social, à ce qui est attendu d'eux, notamment de par leur profession, de par leur emploi, le statut qui leur est conféré par leur travail. Alors que la seconde catégorie vit une vie plus discrète dans des quartiers plutôt de classe moyenne, avec des enfants qui vont à l'école du quartier, des voitures de gamme moyenne et une richesse qui n'est pas particulièrement visible. Eux ont principalement construit leur richesse en limitant leur train de vie et en investissant massivement l'argent qui n'était pas dépensé mais qui était donc épargné puis réinvesti. D'ailleurs, une proportion beaucoup plus importante de leur richesse à ces gens-là provient du capital et non pas du travail, alors que pour le premier groupe de riches, entre guillemets, l'essentiel des revenus provient du travail. Le plus surprenant, c'est qu'il y a plus de millionnaires dans la seconde catégorie que dans la première. C'est la grande révélation de ce livre, c'est ce qu'ont découvert les auteurs à travers leurs propres les études qu'ils ont faites sur le sujet, c'est qu'en réalité, il y a beaucoup plus de millionnaires dans la catégorie des gens discrets qui investissent que dans la catégorie des gens qui vivent une vie plus luxueuse en apparence. Et si on voulait prendre un gros raccourci, on pourrait presque dire que les gens qui gagnent le plus d'argent ne sont pas nécessairement les plus riches. Parce que gagner de l'argent, c'est une chose, le garder en est une autre, et même si on arrive à le garder, l'investir pour le faire fructifier, c'est encore une autre histoire. Dans cet épisode, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est d'avancer. Je vous propose en tout cas plusieurs explications à ce phénomène et j'avais envie de tenter d'y apporter des réponses, des solutions pour que vous puissiez vous aussi devenir des accumulateurs de richesse et pas juste des bons gagneurs d'argent. La première raison pour moi derrière ce phénomène, la première cause qui explique pourquoi on a beaucoup d'argent mais qu'en réalité on a rien de côté, pas de patrimoine, etc., c'est que on a cette fausse croyance que gérer son argent, ça devrait être inné, ça vient avec le niveau d'études, ça vient avec le fait qu'on gagne beaucoup d'argent. À partir du moment où on gagne beaucoup d'argent, il y a un peu cette association avec je gagne de l'argent, donc je suis intelligent, donc je sais gérer mon argent. Vous savez, c'est un énorme raccourci. Un peu comme, j'avais fait une capsule sur le sujet, pourquoi les riches, les gens beaux sont plus susceptibles d'être riches. Parce que, et c'est un biais cognitif qui a été étudié par la science, on attribue aux gens qui sont beaux des qualités qui en réalité n'ont pas de sens, mais juste notre cerveau fonctionne comme ça. Parce qu'une personne est belle,
ou beau, on va avoir tendance à penser que du coup il est plus sociable, que c'est un meilleur communicant, on lui attribue un certain nombre de compétences, on attribue aux hommes un certain niveau de virilité, de performance sexuelle, etc., qui n'ont rien à voir, mais c'est juste que parce que cette personne est belle, on s'imagine qu'elle a tous ces attributs. Et bien avec l'argent, on retrouve un petit peu ce même phénomène, on considère que quand les gens ont de l'argent, c'est qu'ils savent nécessairement le gérer, comme si gérer son argent était la raison pour laquelle on était arrivé à gagner plus d'argent. En réalité, gérer son argent ne nous aide pas à gagner plus d'argent, il nous aide à accumuler de la richesse. Donc personne ne naît avec la compétence de gestion de son argent, ni de gestion de ses dépenses, ni de son épargne, et encore moins de ses investissements. Je dis bien personne. La gestion financière est une compétence qui s'acquiert, et qui s'acquiert si on le veut bien. Parce que l'éducation financière est encore en 2023, encore et toujours un sujet qui se transmet majoritairement par la famille, au sein de la famille uniquement. Et donc, si on veut acquérir ces compétences, eh bien effectivement parce que on estime que soit la famille ne nous les a pas transmis, soit nous a pas nécessairement transmis exactement le bagage nécessaire à la vie qu'on veut avoir, eh bien il faut acquérir ces compétences par soi-même à l'âge adulte. Et plus on a d'argent, il n'y a pas d'études là-dessus, ça c'est vraiment... c'est une observation, une constatation que j'ai fait toutes ces dernières années, et c'est pour moi quelque chose qui c'est plus qu'une croyance, c'est plus on a d'argent et plus il y a de complexité dans la gestion. Je répète, plus on a d'argent et plus il y a de complexité dans la gestion, et plus c'est compliqué ou difficile de gérer son argent. En fait, on a souvent tendance à croire l'inverse. On a souvent tendance à croire qu'avoir plus d'argent va nous simplifier la vie. Pour moi, c'est un piège. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on ressentira certes moins le besoin de compter quand on a plus d'argent, mais le fait de ne pas compter va en réalité entraîner plein de ce que je vais appeler des dérèglements qu'on n'avait pas anticipés auparavant. C'est justement parce que vous ne comptez pas, vous ne comptez plus, vous ne voulez pas compter, que vous êtes plus susceptible de dépenser dans des proportions qui ne sont pas maîtrisées, de dépenser beaucoup maintenant et donc au détriment de dépenses futures, au détriment de votre épargne ou de l'argent qui sera dépensé plus tard, ou au détriment du fait de garder son argent pour l'investir. C'est ce qu'on appelle notamment le wealth effect, que j'avais décrit dans un autre épisode, et qui est ni plus ni moins que la propension à dépenser plus à mesure que ses revenus augmentent. Contrairement à ce qu'on croit, on aura tendance à proportionnellement moins épargner à mesure que nos revenus augmentent. Ce qui est incroyable. On se dirait, quelqu'un qui gagne plus va probablement épargner plus, en tout cas en proportion. Et bien en réalité, je dis pas que c'est universel, mais ce fameux wealth effect, l'effet de richesse, vient fausser l'image qu'on pourrait avoir, et qui fait qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui gagnent plus, mais qui, pour autant, n'épargnent pas nécessairement plus, parce qu'ils se sentent plus confiants, parce qu'ils se sentent plus riches, parce qu'ils ont tendance à vouloir montrer plus de signes extérieurs de richesse, donc davantage dépenser. En réalité, les raisons sont multiples à ce phénomène, et c'est important de dire que ça ne concerne pas que le voisin, parce que moi aussi, je pense qu'à maintes reprises, quand j'ai gagné plus, j'ai été victime de ce fameux wealth effect sans m'en rendre compte. Ce que je constate aussi, c'est que quand on passe un seuil de revenus que l'on ne connaît pas, que l'on n'a pas encore appréhendé, que l'on n'a pas l'habitude de gérer, en réalité, il faut un temps d'adaptation avant de recréer de nouveaux repères de gestion. Et donc, dans ce temps d'adaptation, en attendant, et bien en fait c'est parfois un peu open bar de la dépense, open bar du plaisir immédiat. Et par exemple, je vais vous citer un exemple, vous allez vous retrouver tout de suite, mais quand on passe du statut d'étudiant à jeune actif, et bien là le sentiment de richesse il est exacerbé, et il est tel que le cerveau voit ça comme si l'argent allait arriver dans une manne infinie, un flux infini. En tout cas, on se sent incroyablement riche parce qu'on passe de je gagnais rien ou pas grand chose à je gagne un premier salaire qui en général est au moins équivalent, on va dire, à un SMIC pour un équivalent temps plein. Donc
peu ou prou 1200 €, on va dire. Donc tout d'un coup, on passe de rien à 1200 €, c'est énorme. Et l'effet est beaucoup plus important que si vous passez de 2000 à 3002, ce qui déjà va être un changement pour votre cerveau qui va lui aussi être énorme. Ou si vous passez de 1002 à 2004, ce qui est un doublement de votre salaire. Donc c'est toujours valable. C'est aussi valable quand vous passez de je suis par exemple à la maison, même si on repart en arrière. Si vous êtes à la maison, que vos parents, vous n'avez pas ou peu d'argent de poche et que vos parents vous payent ce dont vous avez besoin et que tout d'un coup vous passez à une allocation mensuelle qui est versée par vos parents ou éventuellement par les organismes d'allocation, la CAF, les APL, etc. pour votre train de vie d'étudiant. Mais tout d'un coup vous avez un budget à gérer que vous n'avez jamais géré en fait. Vous n'avez jamais géré d'argent. Avant, quand vous aviez besoin d'un t-shirt, vous disiez à vos parents j'ai besoin d'un t-shirt et vous alliez faire les courses et où on vous filait un peu d'argent pour aller acheter un t-shirt. Là aujourd'hui on vous alloue une certaine somme pour laquelle vous avez besoin de gérer votre alimentation, vos sorties avec les copains, les voyages, vos équipements pour l'université, vos voyages ou vos soirées avec le BDE, vos vêtements, les cadeaux à la petite copine ou le petit copain, etc., etc. Et donc ça, ce sont des changements, ce sont des nouveaux caps qui sont à passer, et en réalité, il faut un petit temps pour s'adapter. Et donc quand on passe à un nouveau niveau de richesse, de revenus, etc., et bien, dans notre tête, c'est un peu comme si tous les robinets s'ouvraient. Et je retrouve ça aussi chez les entrepreneurs qui commencent à connaître leur premier succès d'entrepreneur. Notamment, je sais pas, par exemple, si vous passez de 2000 €, alors je pense notamment aux freelances, aux indépendants, aux solopreneurs, aux entrepreneurs du web, quand vous passez de quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires et que vous dépassez la première barre symbolique des 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, eh bien, effectivement, vous avez une somme à gérer à titre professionnel. Alors, c'est un mélange de montants professionnels et personnels parce que c'est 10 000 € de chiffre d'affaires, mais sur lesquels vous allez aussi vous verser une rémunération. Donc, quel niveau de rémunération, quel niveau de charge, quel niveau de TVA, quel niveau de provision, quel niveau d'investissement, quel niveau de trésorerie. Et en fait, tout ça est complètement nouveau parce que c'est beaucoup plus facile de gérer ça avec un 2000 € qui est un chiffre beaucoup plus familier pour notre cerveau que le gérer avec un montant de 10 000 €. Alors, je parle même pas des gens qui font des énormes monts de chiffre d'affaires et qui vont passer de 2000 € à 30 000 € ou à 50 000 € ou à plus dans un laps de temps très court. Pourquoi est-ce que vous auriez naturellement les bons réflexes, les bons outils vous permettant de gérer cet argent, de faire de bons arbitrages entre les dépenses, l'épargne et l'investissement, alors que vous n'avez jamais été confronté à de tels montants? En réalité, à chaque nouveau palier, il y a de nouvelles compétences à apprendre. Et pourtant, je constate très souvent que c'est exactement dans ces moments-là qu'on fait les pires erreurs de gestion à titre personnel ou professionnel. Par exemple, réinvestir avant de s'être constitué une réserve de précaution, se verser de grosses rémunérations quand on est entrepreneur, déléguer la gestion à une tierce personne de son argent, sans presque aucun contrôle, c'est valable pour les entrepreneurs, mais pas que, laisser dormir son argent quelque part ou simplement le claquer. Et donc on retrouve ce même phénomène aussi chez par exemple les fondateurs de start-up qui font des levées de fonds, qui font leur première levée de fonds notamment et qu'on retrouve après, alors soit de manière publique, soit de manière non publique, avouant que effectivement avec l'argent de ces levées de fonds, ils ont fait beaucoup d'erreurs de gestion notamment, des erreurs de recrutement, enfin des erreurs qui ont coûté cher et qu'on voit de moins en moins se répéter à mesure que ces mêmes fondateurs font de nouvelles levées de fonds parce qu'ils gagnent en expérience sur la gestion de montants qui sont de plus en plus importants. Donc ça pour moi, c'est tout revient, tout se cache derrière cette énorme croyance qui est que quand on gagne beaucoup d'argent, on est naturellement compétent, naturellement appétent aussi pour les sujets d'argent et on va savoir automatiquement gérer ces choses-là. Et ça, c'est une grossière erreur, c'est absolument faux, ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'autre chose, le deuxième facteur qui va expliquer ces situations que peut-être dans lesquelles vous vous retrouvez, c'est ce que je vais appeler la pression du train de vie. Les personnes qui gagnent le plus d'argent, qui ont le plus d'argent, sont souvent issus de professions peut-être
un petit peu plus prestigieuses ou en tout cas pyramidalement ou socialement mieux placées dans la hiérarchie sociale. Donc on va retrouver évidemment les professions médicales, les professions du droit, les hauts cadres de à peu près toute industrie. On va retrouver les métiers de la finance, les notaires, on va retrouver aussi les entrepreneurs. Donc, des professions qui en général s'accompagnent d'un certain statut social, avec des apparats à ce statut social, un bel appartement en centre-ville, une belle voiture, des monts, des beaux hôtels, des beaux restaurants, des beaux vêtements, l'école privée pour les enfants, etc., etc., etc. Et donc cela a un coût. Et donc maintenir un train de vie élevé ou d'apparence, ça coûte cher. Et donc quand on a calqué son train de vie sur ses revenus, parce que voilà, on a eu une belle trajectoire professionnelle, et donc c'est valable pour les salariés, c'est valable pour les entrepreneurs. Donc on a une belle trajectoire financière et donc on va calquer, on va prendre on va commencer par notre résidence principale. Alors certains vont commencer par la voiture ou les montres, puis après il y aura la résidence principale avec le prêt qui va avec, etc., etc. Et donc quand on calque son train de vie sur ses revenus, en réalité on entre à pieds joints dans ce que j'appelle la prison dorée. Très facile à comprendre ce concept, c'est que c'est très confortable, on reste de toute façon dans un cadre de vie, dans un train de vie qui est très confortable, mais qui ne laisse aucune marge de manœuvre pour changer de vie. Travailler moins, prendre moins de patients, prendre moins de clients en tant qu'avocat, ou faire un peu de pro bono, c'est-à-dire prendre des clients qui vont nous rapporter moins d'argent. Et donc souvent la part d'épargne aussi, plus notre train de vie augmente, plus notre part d'épargne devient faible et ne laisse pas non plus la place pour de gros investissements. C'est-à-dire que c'est un choix, on a fait le choix d'augmenter son train de vie et donc au détriment en général des investissements qui auraient pu nous permettre de construire un capital, un patrimoine, etc. C'est comme ça que j'entends des personnes me dire « je ne peux pas, j'ai un prêt à rembourser, j'ai une école Montessori pour les enfants à payer ou j'ai un prêt pour ma maison à rembourser ». Et en attendant, on a des parents, on a des adultes dans le foyer qui souvent travaillent très dur justement pour maintenir ce train de vie avec parfois des sacrifices importants sur le temps qu'ils ont pour eux, sur le temps passé avec les proches, sur le repos et aussi évidemment sur la santé. Donc, la croyance néfaste qui sous-tend ce système, c'est gros revenu un jour, gros revenu toujours. C'est un peu ma façon de l'exprimer. C'est-à-dire quand on maîtrise la compétence qui nous permet de gagner beaucoup d'argent, on se sent dans une certaine confiance qui est assez grisante, confiance aussi dans son ultra-employabilité, c'est-à-dire confiance que quoi qu'il arrive, on aura toujours une clientèle, on aura toujours du travail, confiance aussi dans le fait de pouvoir toujours générer des revenus qui sont à ce niveau-là, donc qui sont élevés, et en plus qui vont augmenter de manière assez constante. Et il se peut tout à fait qu'un médecin d'ailleurs connaisse cette trajectoire financière d'augmentation stable et constante. Donc à la fois c'est une croyance, ce qui peut s'avérer relativement qui peut refléter une certaine vérité pour certaines professions ou pour sur certains parcours de vie et qui pour d'autres ne vont pas l'être du tout. Mais donc sans investissement, cette augmentation elle sera, c'est-à-dire que si on dédie pas une partie de ses revenus à l'investissement, eh bien en réalité pour pouvoir pas que maintenir le train de vie mais aussi l'augmenter, eh bien on sera toujours dépendant de l'augmentation de son temps de travail, donc de travailler plus ou effectivement de prendre de nouveaux niveaux de responsabilité qui seront mieux rémunérés et donc directement ou indirectement d'augmenter sa charge de travail et de stress qui va avec. Le troisième facteur qui explique et qui permet de comprendre comment on en arrive là, il est pas très compliqué à comprendre et c'est assez mécanique. C'est que quand on consacre beaucoup de temps à son job, salarié ou non, on a de fait beaucoup moins de temps à consacrer à tout le reste, y compris du temps pour pouvoir apprendre à gérer son argent, pour savoir quoi faire de son argent. Se poser des questions sur le sens de certaines dépenses pour pouvoir revoir ses priorités, pour pouvoir faire des arbitrages et pour évidemment apprendre à investir. Donc ça c'est très mécanique et on a tendance à l'oublier que effectivement plus on
consacre de temps à son travail, à sa carrière, et qu'on espère de ça une certaine récompense financière, mais en réalité, on constate aussi, moi je constate aussi souvent que ce sont ces mêmes personnes qu'on pourrait considérer comme des cordonniers mal chaussés un petit peu, y compris des gens qui travaillent dans la banque, y compris des gens qui travaillent dans la finance, alors souvent plutôt la finance d'entreprise, pas nécessairement la finance personnelle. Mais on voit des gens qui effectivement, des fois, manipulent des chiffres tous les jours pour le compte de leur entreprise, de leur employeur ou de leurs clients, et qui, pour leur propre bénéfice, ne consacrent absolument aucun temps à la gestion de leur propre argent et de leurs propres investissements. Et c'est relativement mécanique parce que quand on rentre le soir après une journée bien chargée, vous imaginez bien, et c'est le cas pour tout le monde, la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est se plonger dans ses comptes, c'est aller manger du contenu sur internet sur les investissements, et on a plutôt envie de se reposer, de voir ses amis, de consacrer du temps à sa famille, à ses enfants, de faire l'amour à sa chérie, etc., etc. Parmi les explications aussi que j'avais envie de partager avec vous dans cet épisode, c'est une croyance que je retrouve beaucoup chez les gens qui gagnent bien leur vie et qui expliquent pourquoi effectivement ils ont tendance à dépenser sans compter, donc à ne pas garder leur argent. C'est cette croyance qui dit « compter son argent, c'est pour ceux qui n'en ont pas beaucoup ». On pourrait même dire « compter son argent, c'est pour les pauvres ». Et quand on pense riche, en réalité, on pense davantage à l'homme ou à la femme qui dépense sans compter que à l'investisseur chevronné qui joue une partie de Monopoly géante sur toute sa vie et dont l'objectif permanent est de trouver la meilleure allocation de ses ressources pour pouvoir continuer à faire grandir son patrimoine, sa richesse sans être jamais bloqué. C'est-à-dire que c'est pas l'imaginaire qu'on met nécessairement derrière la personne qui est riche. La personne qui est riche, c'est la personne qui dépense et qui le fait sans compter. Donc on revient toujours à cette notion de sans compter qui est un marqueur de richesse très fort et donc qui, à l'inverse, serait aussi un marqueur de pauvreté, c'est-à-dire que la personne qui compte son argent est nécessairement une personne qui en manque, qui en a peu et qui donc est dans l'obligation de compter pour finir les fins de mois. Et si vous demandez à n'importe quelle personne autour de vous pourquoi est-ce que tu veux être riche ou plus riche, pourquoi tu aurais envie de gagner plus d'argent, il y a de fortes chances qu'on vous réponde en majorité parce que je ne veux plus avoir à compter. Moi, c'est la réponse que j'ai le plus souvent, c'est toujours quelque chose autour de je ne veux plus avoir à me soucier d'eux, je ne veux plus avoir à choisir entre cette chose et cette chose-là et cette chose-là. Et donc, sous-entendu, je ne veux plus avoir à choisir, compter, arbitrer, etc. Et donc les pauvres comptent leurs sous, les riches se baignent dedans, un peu comme Picsou. Encore une image qui est évidemment parfaitement fausse, parce que quand on ne compte pas son argent, on le perd en réalité. C'est sans doute anecdotique, évidemment, si vous gagnez des millions chaque année, si vous gagnez des millions. Mais en réalité, si vous gagnez des millions, c'est pas des dizaines ou des centaines d'euros que vous allez un peu gaspiller par-ci par-là. C'est des milliers ou des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros que vous allez gaspiller un peu. Donc on perd de l'argent ou on gaspille de l'argent à la mesure de ce qu'on gagne aussi. Et donc, pour le commun des mortels qui va toucher un salaire confortable, peut-être de 3 000 euros, peut-être de 5 000 euros, peut-être de 8 000 euros, eh bien, si on ne compte pas, c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir En fait, on ne les voit pas, mais c'est à ce moment-là qu'il commence à y avoir des fuites et que de l'argent commence à se disperser d'une manière où on se dit, ça fait partie du jeu, ça fait partie du fait de ne pas compter, mais en réalité, quand on se pose la question, on se rend compte que une partie, plus on gagne, plus une partie importante de nos dépenses passe dans des choses qui ne sont pas importantes, qui sont futiles, qui n'ont pas de sens pour nous, mais qui ne font que combler des besoins immédiats, voire même de compenser une certaine pénibilité de notre quotidien. Et c'est à ce moment-là où le fait de ne pas compter nous porte préjudice. Et à ce stade-là, les fameux, si vous gagnez 3 000, 5 000 ou 8 000 euros, je vous assure qu'à ce stade-là, en réalité, on compte encore, ou on devrait sérieusement compter. Je dis pas qu'il faut arrêter de compter quand on gagne des millions, mais je dis que c'est encore très important de compter quand on gagne 5 ou 8 000 euros par mois. Attention, parce que il y a aussi, c'est une question de vocabulaire aussi. Quand je dis on compte, c'est que déjà on compte pas nécessairement en centimes près, mais c'est même pas la question. C'est
Dans quelle intention on compte? On compte pas par radinerie, on compte pas par mesquinerie, on compte pas parce qu'on manque de quoi que ce soit. On compte pour s'assurer que l'argent n'est pas gâché dans des choses qui sont faciles, qui justement n'ont plus besoin de faire l'objet d'un arbitrage, mais qui pour autant n'ont pas nécessairement de sens, n'apportent pas de plaisir ni à court terme ni à long terme, pas ou peu de plaisir à court terme et encore moins à long terme, et ne participent absolument aucunement à la construction d'un quelconque patrimoine. Et enfin, il y a une chose dont vous devez prendre conscience. Partout dans le monde, les revenus des plus riches proviennent essentiellement du capital, c'est-à-dire de l'argent qui travaille et qu'on s'est constitué via des investissements et qui nous permet d'avoir du patrimoine. Et non pas de l'argent du travail. Je répète, les revenus des plus riches de ce monde, partout dans le monde et pas que en France, proviennent essentiellement du capital et non pas du travail. D'ailleurs, qu'on parle de travail salarié ou de travail entrepreneurial. Rares sont les personnes qui deviennent riches uniquement grâce à leurs revenus du travail. La vraie richesse s'accumule grâce au capital via nos investissements. Quand Bernard Arnault ou Elon Musk sont classés hommes les plus riches du monde, c'est pas leur temps de travail qui est valorisé, qui leur apporte de l'argent. Leur temps de travail, évidemment, leur ont permis à chacun d'entre eux de construire ce qu'ils ont construit. Mais ils sont riches de quoi? Ils sont riches de la valeur de la société qu'ils ont réussi à construire, d'un système qui ne dépend plus ou peu d'eux et qui repose sur des machines, des humains, etc. Un système qui est revendable, qui peut être acheté par quelqu'un et qui a une certaine valeur. Donc c'est cette valeur du capital, non pas du travail, qui, elle, est valorisée et qui fait que ces messieurs, parce que ce sont souvent des messieurs, trustent le haut des classements des personnalités les plus riches du monde. On parle de Elon Musk, on parle de Bernard Arnault, mais c'est valable pour des gens, évidemment, qui gagnent considérablement moins que ces deux hommes-là. Si je prends mon cas personnel, on gagne à deux bien moins que plein de couples d'amis. On s'en est rendu compte il y a pas si longtemps que ça, parce que en réalité, nos revenus personnels, ceux issus de la rémunération que je me verse de mes sociétés et le salaire de mon conjoint, ont pas considérablement changé ces 3 dernières années. Alors que beaucoup de mes amis ont changé de job, ont eu des promotions, parfois même certains très importantes. Et donc aujourd'hui, en réalité, on gagne sensiblement moins que pas mal de couples d'amis. Sauf que nous, en 3 ans, on a accumulé beaucoup plus de richesses via nos investissements immobiliers, nos business, et évidemment notre savoir que tous nos copains, presque que tous nos copains réunis. Non, j'exagère un peu. Mais ce qui fait que notre patrimoine, en réalité, aujourd'hui, est bien plus élevé, et il va continuer à l'être, alors que nos revenus du travail, eux, je dirais pas qu'ils stagnent, mais un peu quand même. Et cette différence, elle n'était pas visible il y a encore 1 an. Ça commence à l'être aujourd'hui, et ça le sera encore plus à l'avenir, parce que tous les mois, en plus de nos revenus du travail, non seulement notre immobilier génère des cash flows, à peu près à hauteur de 25 000 € par an, mais surtout, on s'enrichit de nos remboursements bancaires à hauteur là de 37 000 € par an, et je n'ai pas compté la résidence principale, et pour les cash flows positifs, je n'ai pas évidemment compté notre dernier investissement immobilier, parce qu'à l'heure où je vous parle, les travaux ont à peine commencé dans ce bien, donc vous imaginez que pour l'instant nos cash flows positifs c'est des projections, mais c'est absolument pas des choses qu'on a touchées ou qu'on a gagné ou qu'on a de manière visible sur nos comptes en banque. Donc, vous voyez bien, on parle de montants qui sont bien supérieurs à ce qu'on aurait été capable d'épargner sur nos simples revenus du travail, quand bien même nos revenus du travail auraient été le double de ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, gagner de l'argent est une formidable compétence à maîtriser. Je veux pas sous-estimer ça. En réalité, c'est quand on sait faire de l'argent, quand on sait gagner de l'argent, quand on a trouvé des leviers pour pouvoir gagner de l'argent, c'est une formidable compétence. Mais rappelez-vous, gagner de l'argent, ça fait partie, pour moi, d'un socle de 4 compétences. Et c'est le socle de notre relation à l'argent. Notre relation à l'argent,
est composé ou repose sur 4 piliers de compétences. Le fait de gagner de l'argent, le fait de savoir dépenser son argent, l'épargner et l'investir. Ces 4 piliers, et pour chacun de ces 4 piliers de compétences, pour pouvoir gravir les échelons de compétences, ça demande une certaine dose de savoir théorique à maîtriser, mais aussi de faire évoluer des règles internes que l'on a à l'intérieur de nous pour qu'elles soient favorables à effectivement passer ces fameux paliers de compétences. Tout le monde, par exemple, sait échanger sa force de travail contre un salaire. Grosso modo, que j'aille faire des ménages, que j'aille cuire des burgers, que j'aille ramasser des papiers dans les rues ou distribuer des flyers dans des boîtes aux lettres, je sais échanger mon temps ou ma force de travail contre un salaire. Mais celui qui maîtrise une compétence plus ou moins rare, qui sait la vendre sur le marché du travail et qui comprend la manière dont on se crée une carrière, dont on peut actionner, dont on joue une carrière, cette personne-là, elle maîtrise évidemment la compétence de gagner de l'argent à un niveau supérieur. Elle sera donc susceptible de gagner davantage que la personne qui sait juste dire voilà, je suis prêt à distribuer des salaires, des flyers dans des boîtes aux lettres, combien es-tu prêt à me payer? Celui qui sait devenir le meilleur ou un des meilleurs dans son domaine versus celui qui se contente peut-être d'avoir le bon diplôme, eh bien lui aussi, il maîtrise mieux le fait de gagner de l'argent. Vous prenez, je sais pas, un dentiste par exemple, vous allez avoir le dentiste qui a son diplôme de dentisterie, de chirurgien dentiste, et vous allez avoir le dentiste qui se forme régulièrement, qui essaye d'apprendre de nouvelles techniques, qui est capable de vendre des prestations complémentaires, effectivement, que peut-être le dentiste moyen ne saura pas faire, ou qui est capable d'aborder des problèmes plus complexes de dentisterie, et bien effectivement va pouvoir se spécialiser, va pouvoir vendre ses prestations un peu plus chères, va pouvoir jouir d'une meilleure réputation et donc gagner plus d'argent. Il va pouvoir former des collaborateurs à ces nouvelles techniques aussi, et donc avoir un cabinet qui croit et qui croit. C'est la même chose dans le notariat, c'est la même chose dans tellement de domaines où effectivement c'est toujours la même chose. Il y a les bons, il y a les moyens, il y a les médiocres, et puis il y a les bons et il y a les excellents. Donc si vous avez le moyen de devenir excellent dans votre domaine, effectivement vous avez compris le jeu de comment est-ce qu'on gagne plus dans le domaine dans lequel vous êtes. L'entrepreneur qui a su créer sa propre activité pour en retirer des revenus confortables, lui aussi il maîtrise encore la compétence de gagner de l'argent à un niveau supérieur. Encore plus s'il sait décorréler son temps de travail de l'argent qu'il gagne et qu'il a réussi à créer un système d'enrichissement qui est indépendant de son temps personnel. Si vous ne maîtrisez que cette compétence sur les 4 qui existent, votre moteur sera totalement déséquilibré. En réalité, vous saurez gagner de l'argent, mais vous ne saurez pas accumuler de la richesse. D'ailleurs, sans maîtriser par exemple la compétence investissement ou épargne, vous serez même grandement limité dans votre capacité à gagner de l'argent. Puisque à un moment donné, à des stades supérieurs, pour gagner plus d'argent, il faut investir, donc il faut aussi comprendre comment fonctionne l'investissement. Ces 4 compétences, elles fonctionnent en symbiose. Si on veut s'élever dans une compétence, il va nécessairement falloir s'élever dans les autres compétences. Donc si vous voulez approfondir ce sujet, c'est un sujet que j'ai traité dans un épisode à part entière, je vous renvoie donc à cet épisode, c'était la capsule numéro 9 que j'avais intitulée « Les 4 piliers de la relation à l'argent ». Pour créer de la richesse pour soi et devenir vraiment riche, il faut donc maîtriser ces 4 compétences qui m'amènent à vous partager quelques conseils pour commencer à enfin accumuler de la richesse et pas juste gagner de l'argent. Le premier conseil, donc, il va vous sembler très banal et pourtant il est extrêmement efficace et je ne suis évidemment pas la seule à l'avoir donné, c'est limiter votre train de vie. Du moins pendant un certain temps, et en tout cas pendant la phase pendant laquelle vous allez démarrer la construction de votre patrimoine. Si vous dépensez tout ce que vous gagnez ou presque, et que du coup vous privilégiez l'augmentation de votre train de vie versus la construction de votre patrimoine, vous allez être considérablement ralenti. C'est-à-dire que c'est l'un ou l'autre. Si vous dédiez tout votre argent, tout votre reste à vivre au fait d'augmenter votre train de vie, vous n'avez plus rien pour investir.
Donc évidemment, tout ça va être considérablement retardé. L'idée, c'est pas non plus de garder un train de vie d'étudiant alors que vous gagnez 8 000 € par mois. L'idée, c'est de trouver évidemment l'équilibre. Mais si vous dépensez tout ce que vous gagnez ou presque, vous n'aurez pas d'argent à investir, donc vous n'aurez pas ou peu de possibilités de commencer à accumuler de la richesse. C'est aussi simple que ça. Et comme je le disais plus tôt, moi, j'ai limité mon train de vie au moins ces 3 dernières années. C'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. J'ai un peu lâché la bride en 2022. Je me suis autorisée un peu plus de train de vie, j'allais dire, oui, d'augmentation de mes dépenses. Et je me rends compte aujourd'hui que ça m'a freinée. Je suis allée trop vite. Et qu'aujourd'hui, effectivement, c'est pas la meilleure configuration pour les prochains investissements qui s'annoncent pour moi. Et il aurait été plus bénéfique, plus avantageux pour moi d'avoir plus de liquidités disponibles pour ces prochains investissements qui arrivent, plutôt que d'avoir dépensé ou dépensé, parce que je les investis en partie dans des choses qui effectivement je les fais trop tôt, voilà. Mais ça, je voudrais l'aborder dans un autre épisode. Dépenser ou investir, il va donc falloir choisir. Le tout est de trouver le bon équilibre pour vous et de savoir pourquoi vous faites ça. Il y a des tas d'investisseurs qui sont beaucoup plus hardcore que moi dans ce qu'on appelle le frugalisme, dans le fait de se serrer la ceinture. Certains d'ailleurs investisseurs que j'ai reçus à ce micro, je pense notamment à Guillaume et Émilie Malgouir de Club Immobilier, ou par exemple Victor Laura. Moi, j'ai choisi une voie moins rigide, moins hardcore sur l'épargne. Donc chacun met le curseur où il le souhaite. Le principe, c'est de vivre en dessous de ses moyens pour avoir un maximum d'argent à épargner et donc à investir. Je n'ai pas eu l'impression de me priver à titre personnel parce que ce que j'aime le plus, ce n'est pas forcément ce qui coûte le plus cher. Et surtout, j'étais très 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 au clair sur quelle était ma priorité pour ces prochaines années. Donc j'avais pas ce sentiment de frustration, j'avais au contraire le sentiment que mon argent allait là où étaient mes priorités, donc c'était relativement aligné. J'ai juste, comme je vous disais à l'instant, peut-être ouvert un petit peu les vannes, un petit peu trop tôt, en 2022. Et aujourd'hui, je pense que j'aurais peut-être dû rester un petit peu dans la logique que j'avais en 2021, où effectivement j'épargnais davantage qu'en 2022. Parce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai pris un petit peu de retard dans ma trajectoire d'investissement. C'est pas grave, rien de dramatique. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai plutôt une vision assez intermédiaire. Je privilégie quand même mes plaisirs, mais des plaisirs qui ont du sens, c'est-à-dire qui maximisent ma satisfaction ou le fait de me construire des souvenirs à long terme. Et donc ces 3 dernières années, j'ai quand même pu m'habiller avec de belles fringues. J'ai profité évidemment beaucoup des soldes, des promotions. Avec monsieur, on est parti à Ibiza, on est parti 3 fois à la montagne, on est parti en Thaïlande, on a acheté une nouvelle voiture et on a fait ces investissements. Donc on a acheté 2 immeubles et notre maison ces 3 dernières années, en plus d'avoir monté un business, puisque Richteam existait déjà. En revanche, évidemment, moi je ne commande jamais de nourriture à emporter, on va très peu au resto, je vis dans le nord de la France et je ne vous cache pas que le coût de la vie est quand même sensiblement plus bas que dans des grandes villes, puisque je ne vis pas dans une grande ville, je vis dans une petite ville de 12 000 habitants. Donc évidemment, voilà où est mon équilibre à moi. Et peut-être que si vous faites le choix d'en vivre dans une grande ville, peut-être qu'il y aura moins de voyages et moins de jolis vêtements. Mais ce sera votre équilibre à vous. En tout cas, celui-là est le mien. Et c'est celui qui me permet de concrétiser ce qui est prioritaire pour moi, à savoir la construction d'un patrimoine, dont l'un des plus grands bienfaits est quand même de m'avoir permis de me permettre encore aujourd'hui de vivre ma grossesse sans absolument aucune pression financière, et ça, ce n'est pas rien. Le deuxième grand conseil que je vais vous donner, et vous le voyez venir, c'est qu'évidemment, il va falloir investir. Savoir créer de l'argent à partir de l'argent, c'est une des plus puissantes compétences que vous pourrez maîtriser. Et ça demande du temps. Ça demande du temps pour se former, et ça demande du temps pour faire évoluer vos codages internes pour qu'ils soient en adéquation avec vos ambitions. J'entends par codage interne l'ensemble des croyances, des pensées, des émotions qui vont soutenir justement vos ambitions d'investissement et de patrimoine, de richesse.
Et il y a des dizaines de possibilités d'investissement, il y a des dizaines de stratégies à y adosser à ces dispositifs. L'enrichissement va demander que vous investissiez du temps d'abord pour apprendre, puis ensuite de l'argent, pour enfin créer une deuxième source de revenus parallèle. Vous avez votre source de revenus par le travail, et donc là vous aurez une deuxième source de revenus qui est que votre argent travaille tout seul, votre argent crée de l'argent, et c'est ça qui est le vrai socle de la richesse. Et pour finir, si vous voulez enfin passer à un système de construction de richesse et non plus juste gagner de l'argent, je vous suggère de commencer par clarifier vos objectifs de vie. C'est essentiel parce qu'effectivement, sinon tout changement que vous allez vouloir faire va être vécu comme une forme de frustration et vous n'allez pas bien le vivre, sauf si vous clarifiez ce à quoi vous voulez aboutir dans la vie, quels sont vos vrais objectifs de vie, ceux qui vous rendront fiers sur votre lit de mort, on parle de ça réellement, ceux qui seront le fil conducteur de votre vie, pas juste un sympathique challenge de prochaines années. Mais à partir du moment où vous êtes au clair sur ce que vous avez envie de faire de votre vie, effectivement, ça devient beaucoup plus simple de faire des arbitrages qui sont différents de ceux que vous faites aujourd'hui et qui peut-être auraient sinon été vus comme une source de frustration. Et pour ça, si vous êtes en couple, vous pouvez avoir une bonne discussion de couple un soir, sans enfants, sans portable, sans distraction. Tout simplement une discussion voilà, pour échanger sur votre vision, sur vos rêves, sur ce que vous aimeriez que votre vie soit. Vous pouvez évidemment faire ce travail seul en vous demandant tout simplement à quoi j'aspire, qu'est-ce que j'aimerais accomplir dans ma vie et surtout de laisser les réponses venir sans jamais vous censurer sur ce qui vous semble atteignable ou possible parce qu'en général on a toujours l'impression que ce qui est possible enfin ce que je veux dire, c'est que ce qui est possible, en général, est souvent beaucoup moins ambitieux que ce qui est vraiment possible de faire dans la vie. Sur ce, je vous laisse à vos réflexions. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye!